Bienvenue dans cette nouvelle édition de l'Africa Tonight. Au sommaire, le président de la République démocratique du Congo plaide pour une meilleure représentation de l'Afrique au Conseil de sécurité des Nations Unies. Félix Tshisekedi a été le premier chef d'État africain à s'exprimer à la tribune de l'ONU lors de la 76e Assemblée générale de l'organisation qui s'est ouverte ce mardi. Le port autonome de Lomé, classé 4e port à conteneurs en Afrique par Lloyd's of London, agence britannique spécialisée sur les questions de transport maritime. La plateforme portuaire togolaise a enregistré une croissance de 15% de son activité en 2020. Et puis, lancement du projet Campus Connecté au Maroc, une initiative mise en place par les autorités pour faciliter l'enseignement à distance. L'Afrique refuse de servir de base arrière au terrorisme international. L'une des phrases clés du discours du président du Congo-Kinshasa, Félix Tshisekedi, s'exprimant à la tribune de l'ONU. Pour celui qui est également président en exercice de l'Union africaine, la question sécuritaire est plus que jamais cruciale au vu de l'expansion de la menace terroriste dans le monde. Il appelle à la mise en place d'une stratégie mondiale de lutte contre le terrorisme. Joël Ballot. Des groupes terroristes affiliés à Daesh gagnent davantage de terrain chaque jour qui passe. Une phrase forte qui ressort du discours du chef de l'État de la République démocratique du Congo, Félix Tshisekedi, qui a pris part le 21 septembre 2021 à l'Assemblée générale des Nations unies. Discours au cours duquel il appelle l'ONU à prendre plus en considération la question du terrorisme en Afrique. Si la communauté des Nations Unies minimise le danger que représente la propagation du djihadisme en Afrique, si elle n'adopte pas une stratégie globale et efficace pour éradiquer ce fléau, les plaies ouvertes dans la zone saharienne, en Afrique centrale et australe, continueront à se métastaser jusqu'à faire jonction pour devenir une menace réelle pour la paix et la sécurité internationale. Au cours de cette 76e Assemblée générale de l'ONU, le président en exercice de l'Union africaine, Félix Tshisekedi, a interpellé les Nations unies sur le fait qu'il est nécessaire d'adopter une stratégie globale et efficace pour éradiquer le djihadisme. À ce jour, plusieurs pôles de l'Afrique, notamment le G5 Sahel, l'Afrique centrale et australe, sont déjà affectés par l'expansion de Daesh et de Boko Haram. Le président de la République démocratique du Congo, Félix Antoine Tshisekedi, a tenu un discours au nom de tous les pays africains où il a fustigé le terrorisme qui est devenu un fléau qui gangrène beaucoup de pays africains. Et il a proposé une stratégie de lutte multilatérale. Alors lorsqu'on parle de multilatéralité, quoi de plus normal que l'on puisse faire appel à l'ONU, qui est l'institution multilatérale par excellence. Parce que le terrorisme international, pour y lutter et pour être efficace dans cette lutte, il faut une stratégie globale parce que c'est un problème intercontinental, un problème international. En rappel, la 76e session de l'Assemblée des Nations Unies est placée sous le thème « Miser sur l'espoir pour renforcer la résilience afin de se relever de la Covid-19, reconstruire durablement, répondre aux besoins de la planète, respecter les droits des personnes et revitaliser l'Organisation des Nations Unies ». Un thème qui interpelle le chef d'État congolais qui n'a pas manqué de plaider en faveur du financement des économies africaines pour un redressement post-Covid-19. Le président Tshisekedi, qui a également plaidé pour une meilleure représentation de l'Afrique au Conseil de sécurité des Nations Unies, il a demandé à ce que 2 pays africains supplémentaires siègent au Conseil dans la catégorie des membres non permanents et que 2 autres puissent siéger au Conseil de sécurité en tant que membres permanents disposant d'un droit de veto. On l'écoute. Je ne saurais terminer mon intervention sans rappeler une fois de plus la sempiternelle problématique de la réforme de l'ONU et de la représentation de l'Afrique au sein de son Conseil de sécurité. On ne l'aura jamais assez répété. Il s'agit d'une question d'efficacité de l'ONU et de justice à rendre à un continent, mieux à un pan entier de l'humanité dont le rôle ne cesse de s'accroître chaque jour davantage dans la conduite des affaires internationales. En vérité,
La revitalisation de l'ONU, retenue pour nos discussions au cours de cette session, est aussi à ce prix. Les Nations unies commettraient une faute politique grave en restant toujours dans la rationalité des rapports de force issus de la guerre mondiale de 1940-45, il y a 76 ans. À ce sujet, je réitère la position commune africaine arrêtée par les chefs d'État et de gouvernement contenue dans le consensus d'Ezulwini et dans la déclaration de Sirte. Il s'agit de représenter l'Afrique par 2 sièges supplémentaires dans la catégorie des membres non permanents et de 2 autres dans celle des membres permanents, avec les mêmes droits, y compris celui de veto, les mêmes privilèges et obligations que ceux des membres permanents actuels. Le Mali célébrait ce mercredi 22 septembre le 61e anniversaire de son indépendance. Pour l'occasion, le président de la transition, Assimi Goïta, s'est adressé à la nation. L'occasion pour lui de présenter les avancées et les défis du projet de construction du Mali. Les détails avec Nathalie Moore. 22 septembre 1960, 22 septembre 2021, 61 ans que le Mali a accédé à l'indépendance. L'occasion de cette célébration a été choisie par le président de la transition malienne, le colonel Assimi Goïta, pour faire le bilan de la construction de l'architecture politique, économique et sociale du pays. Une construction qui est menacée par des crises politiques et sécuritaires à répétition, des difficultés auxquelles le président Assimi Goïta veut apporter des réponses taillées sur mesure et adaptées aux particularismes du Mali. Il demeure évident que c'est seulement ensemble que nous pourrons relever le défi de la sécurité collective. C'est le lieu, une fois de plus, d'inviter nos partenaires à une meilleure lecture de la situation du Mali, marquée par une crise multidimensionnelle profonde. En 6 décennies d'indépendance, le Mali continue de faire face à des maux qui englobent les dysfonctionnements institutionnels, l'injustice et la répartition inégale des richesses. Des fléaux auxquels le pouvoir militaire veut apporter une solution consensuelle. C'est pourquoi, aujourd'hui, plus que jamais, se pose la nécessité d'entreprendre des actions courageuses pour un nouveau Mali. D'où la tenue très prochaine des Assises nationales de refondation qui regrouperont toutes les forces vives de la nation. Une belle occasion en perspective pour discuter de l'ensemble des préoccupations nationales afin d'impulser une vraie dynamique de changement. Autre grand chantier de la transition au Mali, l'organisation des élections. La mise en marche du processus électoral dans le pays reste liée à la révision du code électoral, à la réorganisation territoriale et au retour de l'administration sur toute l'étendue du territoire. Un nouvel organe électoral devrait ainsi voir le jour au Mali. Dans une dynamique de recherche des solutions adaptées tendant à éviter les crises et contestations répétitives liées au déroulement des élections dans notre pays, le gouvernement entend instituer l'organe unique de gestion des élections. En remplacement des méthodes précédentes, cet organe aura l'avantage de rendre plus transparent et plus fiable le processus électoral. Le discours à la nation du président de la transition malienne de ce 22 septembre 2021 a été globalement un message de satisfaction pour les actions menées par la transition depuis le 18 août 2020. Le président Assimi Goïta a salué les avancées sur les plans économiques et sanitaires malgré le contexte de la pandémie de Covid-19. Exit toutefois les sujets délicats, notamment l'affaire Wagner ou encore l'amnistie offerte aux militaires auteurs du double coup d'État qu'a connu le Mali. Également dans l'actualité, le maréchal Khalifa Haftar, leader autoproclamé de l'armée nationale libyenne, se retire provisoirement de ses fonctions militaires. Une annonce faite dans un communiqué publié ce mercredi 22 septembre et qui intervient 2 semaines après l'adoption d'une loi électorale controversée qui lui permet de se porter candidat à la présidentielle et de pouvoir retrouver son poste militaire s'il n'était pas élu. Khalifa Haftar, 77 ans, a également annoncé la nomination d'un remplaçant provisoire en la personne du général Abdel Razak Al-Nadouri, qui sera donc à la tête de l'ANL jusqu'au 24 décembre, date prévue des élections législatives et présidentielles.
Le port autonome de Lomé a fait sa première entrée dans le 100 Container Ports 2021, le classement mondial des 100 plus grands ports à conteneurs. Un classement qui s'explique par la croissance du volume de conteneurs traités par le port togolais, ainsi que la fiabilité et la performance observées sur ses services portuaires. Philomentine. Le port autonome de Lomé au Togo garde un cap positif. En 2020, son segment conteneur a connu une croissance à 2 chiffres. En dépit de la crise sanitaire qui a mis aux arrêts l'économie mondiale, son segment conteneur a cru de 15%. La plateforme a brassé 1 725 270 équivalents 20 pieds en 2020 contre 1,5 million un an plus tôt. Ainsi, Lomé est devenu le 4e port à conteneur en Afrique derrière les ports de Tanger au Maroc, le port Saïd en Égypte et le port de Durban en Afrique du Sud. Oui, il faut reconnaître qu'il y a eu une croissance en 2020. Rappelons de toute façon qu'en 2020 et bien avant, il y a eu au moins 4 des facteurs que je pourrais mettre en valeur. Il y a eu beaucoup d'accords qui ont été signés et qui ont permis donc de rendre plus prévisible le fait que des activités se passent au niveau portuaire. La deuxième, la plus importante, je pense, c'est plus ou moins une sorte de partenariat qui dit pas son nom entre le gouvernement et le groupe Bolloré. La troisième chose, c'est le fait que le gouvernement, dans son programme général, a réussi à mettre en place une sorte de déconcentration du port. Et enfin, l'informatisation. Toute cette informatisation a permis qu'à l'intérieur du port, il y a beaucoup moins de corruption. Le regain d'activité de la plateforme portuaire togolaise est attribuable aux opérations de transbordement de Lomé Container Terminal. Au port de Lomé, l'activité conteneur est largement dominée par le transbordement qui représente plus de 77% du trafic conteneur global. Il faudrait qu'il y ait beaucoup plus de transparence entre les principaux opérateurs, que ce soit l'État togolais et ces différentes entreprises publiques ou privées. On doit pouvoir savoir, et le problème de fond qu'il y a derrière tout ceci, que finalement le secteur privé n'est pas le secteur qui finalement prend tout à son avantage et ne laisse rien aux populations. Le gouvernement togolais a initié un plan national de développement qui couvre la période 2018-2022, qui en plus de lancer une transformation profonde du port, devrait à terme accroître le volume de conteneurs manutentionnés en équivalent 20 pieds de 1 193 841 en 2017 à 3 050 000 en 2022. Direction le Maroc à présent, où le ministère de l'Éducation a récemment lancé le projet Campus Connecté. Objectif, faciliter l'enseignement à distance dans ce contexte de crise sanitaire liée au coronavirus. Le projet vise à favoriser l'accès à des ressources d'apprentissage des universités aux étudiants. Les précisions de Marine Tolo. Au Maroc, les autorités annoncent le lancement du projet Campus Connecté dans l'enseignement supérieur du pays. D'après l'exécutif, le nouveau projet va favoriser, grâce à un réseau local, l'accès à des ressources d'apprentissage des universités aux étudiants. Le projet permettra par ailleurs aux étudiants et aux cadres pédagogiques et administratifs d'accéder à distance aux ressources numériques de leur établissement, indépendamment du lieu où ils se trouvent dans le pays. La mise en place de ce projet a été accélérée par le contexte international de la pandémie qui a obligé beaucoup d'acteurs, y compris des enseignants, à ne pas pouvoir dispenser des cours comme à l'accoutumée et des cours en présentiel, mais c'est un projet qui s'inscrit dans un grand chantier de réforme et il est dans une dynamique qui a été enclenchée bien avant, qui est celle justement de l'ouverture sur le monde du numérique et aussi de s'inscrire dans cette révolution numérique. Afin de favoriser l'accès aux enseignements à distance, le projet va assurer la création d'une infrastructure technologique capable de garantir l'Internet à haut niveau dans diverses institutions et quartiers universitaires. En tout, près de 230 établissements seront couverts, d'après le ministre de l'Éducation nationale, de la formation professionnelle, de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique.
Ce projet, il est dans la logique des évolutions que connaît le Maroc et que connaît le monde, notamment par ce qu'impose la révolution numérique et par ce que offre aussi cette révolution numérique comme opportunité, mais c'est aussi donc l'accès à une multitude de sources et l'utilisation donc de moyens et de méthodes qui permettent un apprentissage qui est moderne. Notons que Campus Connecté fait partie des chantiers de mise en œuvre de la loi cadre 51-17 sur la réforme du système d'éducation, de formation et de recherche scientifique marocaine. Elle a par ailleurs été promulguée en début d'année et comprend une quinzaine de projets, dont 6 sont consacrés à l'amélioration de la qualité de l'éducation et de la formation dans le pays. La Zambie poursuit son combat pour un meilleur système de santé. Le gouvernement a déployé des efforts considérables dans son plan stratégique de santé 2017-2021. Plus de 200 agents du corps médical ont été formés pour améliorer les soins de santé délivrés aux citoyens, des soins qui concernent notamment la prévention de la perte auditive. Gladys Mwamba. La Zambie entend lutter contre la surdité en palliant au déficit de spécialistes. Plus de 200 infirmières, agents cliniques et agents de santé communautaires ont été formés. Ce vivier vient s'ajouter aux 5 spécialistes ORL des maladies des oreilles, du nez et de la gorge que comptait jusqu'à présent le pays pour 17 millions d'habitants. Une initiative importante qui a permis de diagnostiquer la pathologie dont souffrait Memory, une enfant de 3 ans qui se plaignait de maux aux oreilles. Je voulais aller chercher des médicaments. C'est à ce moment-là qu'on m'a dit qu'il y avait une infirmière à Poula qui travaillait sur les oreilles. Sans hésiter, je suis allée à la clinique. C'est ainsi que l'infirmière a examiné Memory. Elle a détecté les problèmes d'oreilles et lui a donné des médicaments. C'est l'infirmière Carole Sinkende, récemment formée, qui s'est occupée de Memory. L'enfant avait une perforation à l'oreille gauche, mais depuis que j'ai commencé à voir cet enfant, j'ai remarqué que la perforation a diminué en raison du médicament que nous lui donnons, ce qui indique que l'enfant va réellement mieux. Depuis la fin de sa formation, Carole Sinkende a aidé plus de 600 patients avec des dépistages et des traitements. Selon l'Organisation mondiale de la santé, une personne sur 5 dans le monde vit avec une perte auditive. Près de 80% d'entre elles se trouvent dans des pays dépourvus de services de soins auditifs appropriés. C'était le journal de la rédaction. Merci pour votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.